Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale parce que j'ai de nombreuses questions sur les exercices de mémorisation, hein. Donc d'où le titre. Euh, voilà, je le révèle le secret. Alors c'est pas un titre putaclic, on pourrait y penser. Bien entendu, dans cette vidéo, hein, je fais un disclaimer, je ne vais pas vous dire en quelques minutes comment tout ça fonctionne, hein. C'est une formation, un accompagnement de plusieurs mois, donc loin de moi la possibilité de vous dire comment ça fonctionne en quelques mots, mais par contre, je vais vous donner dans cette vidéo le principe clé. C'est pour ça que j'ai mis le secret. J'ai longtemps hésité à laisser ce mot. Est-ce que vous allez comprendre ou pas ce que ça veut dire, hein, pour pas que ça fasse putaclic. Voilà. Mais il y a beaucoup de, j'entends beaucoup d'erreurs et de bêtises là-dessus. Euh, donc, dans cette vidéo, ce que je vais voir avec vous, en tout cas ce que je vais vous montrer, c'est justement le secret central de cet exercice. Euh, voilà, à quoi ça correspond, bien entendu. Je ferai une petite discrétion sur les fausses idées de la mémoire. Et évidemment, on va discuter de résultats sur le long terme. Mais avant d'aller sur notre sujet, hein, comme je vous le rappelle, vous avez en description une formation gratuite, hein, sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience, notamment en marketing. Voilà. C'est dit, j'en dis pas plus, on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, apprendre une liste de 40 mots en 5 minutes, j'ai été assez connu pour ça. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube principale, j'allais dire principale, hein, où je vois avec, comment elle s'appelle, Claire, où je fais l'exercice en public. Alors attention, il y a une différence entre faire l'exercice en public et l'exercice de mémorisation dans l'accompagnement, hein. Il y a une grosse différence, c'est vraiment deux choses à la fois. Donc je tiens à faire ce disclaimer. D'ailleurs là sur la photo ici que vous voyez, hop, je reviens en arrière. Ici nous étions en 2017, hein. Là c'était une élève de collège, je crois, je sais plus, Lara, je crois, ou Laura, je crois qu'elle s'appelait, qui avait fait une grande performance devant un parterre d'enseignants et de parents. Mais le but, vraiment, alors là, vous aviez évidemment la partie visible, mais le but était tout autre, et j'en viens justement sur ce sujet. Hein, pour les petites histoires, hein, j'ai longtemps de 2012 à 2020 peut-être même, je crois, la dernière conférence que j'ai faite. Voilà, je faisais en partie en public ce genre d'exercice, mais je dois dire que c'était un exercice de foire, hein. Donc il n'y a aucun intérêt, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour travailler sur le changement avec les élèves qui passaient devant le public à chaque fois que je faisais une conférence sur le sujet. Mais cet exercice d'apprendre 40 mots en 5 minutes, il y a un malentendu. Donc c'est une promesse faite aux parents pour le résultat. Donc voilà, chers parents, on va identifier tous les blocages d'apprentissage et on va lever tous ces blocages d'apprentissage de votre enfant, d'accord, durant l'accompagnement. Et la preuve, c'est que votre enfant pourra apprendre n'importe quoi facilement et sur la durée, hein. C'est-à-dire que après l'accompagnement, plus de blocage d'apprentissage, sa scolarité va changer parce qu'il pourra apprendre n'importe quoi. Et évidemment, vous avez besoin d'une preuve visible, mesurable, incontestable. Donc, on doit montrer, en tout cas les membres du collectif, hein, les coachs du collectif, hein, doivent montrer aux parents que l'enfant sait apprendre n'importe quoi. Et quelle est la preuve la plus simple, l'expérience la plus simple pour démontrer par A plus B que l'enfant sait apprendre n'importe quoi? Eh bien, c'est de faire cet exercice-là, donc cette expérience devant les parents, que l'enfant apprend n'importe quoi. Donc, hein, les parents établissent une liste ici de 40 mots, voire plus, hein, au choix par les parents. Les parents
peuvent se limiter à 40 ou aller plus, et l'enfant donc écoute la liste qu'a faite les parents. Donc les parents lisent la liste devant l'enfant. L'enfant écoute et les restitue à l'endroit, à l'envers, dans n'importe quel ordre, de façon désordonnée, tout simplement. Donc des fois, c'est les parents demandent désordonné, des fois dans l'ordre, des fois dans le désordre, mais moi j'insiste bien pour dire que les parents font l'exercice des trois façons, de l'ordre, désordre et désordonné. Et évidemment, il y a une restitution donc aléatoire, et dans la restitution aléatoire, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de moyen mnémotechnique. C'est même d'ailleurs l'un des preuves qu'il n'y a pas de moyen mnémotechnique, parce que quand vous faites un moyen mnémotechnique, vous pouvez le faire dans l'ordre, parce que vous avez des sens. Vous étudiez ce qu'on appelle la méthode Deleuze, mais c'est difficile déjà dans le sens inverse, et dans le désordre, ça fonctionne plus du tout. Voilà, pour dire un petit peu les choses. Et donc, l'expérience, alors vous me direz, Jean-François, tu nous proposes ça, mais quelle est l'expérience que toi, tu as en ça? Alors c'est vrai que toi, tu l'as peut-être fait en public, donc vous avez les vidéos YouTube, mais quelle est l'expérience, sur quoi tu te bases pour dire tout ça? Tout simplement, je me base sur le collectif. Le collectif, c'est une centaine de coachs, et tous les coachs du collectif amènent l'enfant à identifier tous les blocages d'apprentissage et lever tous les blocages d'apprentissage pour créer un changement, et avec cette preuve devant les parents. Et j'insiste bien, 100% des enfants le font devant les parents. Et donc c'est une moyenne à peu près de 10 accompagnements par an et par coach, évidemment, parce qu'il y a des coachs qui rentrent dans le programme, donc évidemment ils le font pas, donc ils ont un taux d'accompagnement moins élevé que ceux qui sont un peu plus expérimentés. Donc c'est à peu près une moyenne de 10 accompagnements par coach et par an. Donc ça vous faites le calcul, ça concerne plusieurs, enfin pas plusieurs milliers, mais plus d'un millier de parents, et donc de jeunes, j'insiste bien, de jeunes qui font ces accompagnements-là, et donc de parents qui payent 1000 € et plus. Et donc je me base sur cette vidéo, sur ces éléments-là. Donc je ne mettrai pas en avant mes diplômes de neuro, je sais pas trop quoi, pour vous parler. Mais ça c'est important. Donc c'est un retour d'expérience assez important. Et donc cet exercice-là, simplement, est une vitrine, en fait, on va dire simplement, c'est un moyen, une preuve à donner aux parents. On dit simplement aux parents, si votre enfant est capable d'apprendre une liste de 40 mots, 160 mots, 80, je crois que le record c'est 80, il y a des parents qui étaient montés même jusqu'à 80. Si votre enfant sait apprendre une liste de 40 à 80 mots dans n'importe quelle ordre de façon aléatoire, eh bien, il pourra également le faire avec des formules mathématiques, avec des règles grammaticales, avec des verbes irréguliers, avec des dates d'histoire, avec des lieux d'histoire-géographie. Voyez. Donc, évidemment, les parents se disent « Ah oui, effectivement, on le voit. » Parce que je vous dis toujours, dans le coaching scolaire, quand vous faites du coaching scolaire de transformation, vous vendez un résultat, et le résultat doit être mesurable et visible. Alors évidemment, ici, j'aime pas dire le tour de force, mais ici, on ne promet pas les notes. C'est ça l'avantage. On ne promet pas les notes. Ça veut dire que les parents s'imaginent que, ah oui, effectivement, si l'enfant sait apprendre n'importe quoi, évidemment, ça va se transcrire automatiquement dans les résultats scolaires. Voilà. Alors, une petite digression, concernant la mémorisation. Il y a beaucoup de fausses idées que je vois. Donc moi, je parle uniquement toujours par rapport à mon expérience, et non pas par rapport à des bouquins, à des choses comme ça. Même si j'écris des bouquins, mais voilà, moi c'est l'expérience de parents qui payent 1000 balles, et c'est sur un millier d'enfants, plus d'un millier d'enfants suivis. Déjà sur les champions de la mémoire. J'ai entendu me dire, mais Jean-François, il y a quand même des champions de la mémoire, ils savent plus que toi sur la mémorisation. Non. Pourquoi ?
Parce que en fait, ils font sur eux. Donc évidemment, mais ils ne l'apprennent pas aux autres, notamment pour les enfants en échec scolaire. Donc quand vous avez un champion de la mémoire, il va vous montrer qu'il est champion de la mémoire. D'accord? Et donc comme il a tellement pratiqué, il a beaucoup pratiqué, notamment avec des moyens mnémotechniques, eh bien il va développer une forme de routine jusqu'à même oublier ces moyens mnémotechniques. Voilà. Mais après, moi ce que je fais, ou en tout cas le collectif, ce que nous faisons, hein, c'est pas, on ne cherche pas à comment dirais-je, on ne cherche pas à, à faire de la mémorisation. C'est pas le but. C'est qu'une conséquence. Le secret, il est là. C'est uniquement quand vous avez levé les blocages d'apprentissage, identifié tous et levé, que vous, in fine, vous avez ce résultat-là. C'est-à-dire que l'enfant sait apprendre n'importe quoi. Hein. Les champions de la mémoire ne font pas ça. C'est-à-dire que c'est isomorphique. C'est-à-dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. Mais ils ne parlent pas de le savoir, leur capacité qu'ils peuvent transmettre à des élèves, à des enfants qui sont en échec scolaire. Hein. Donc, ils transmettent des moyens mnémotechniques. Alors, je dis pas que les moyens mnémotechniques, c'est pas bien, d'accord, mais vous ne travaillez pas sur les blocages. Donc, quand vous avez des moyens mnémotechniques, vous avez aucun blocage qui n'est identifié, et donc les blocages restent présents. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait au niveau scolaire. Ouais, ok, vous avez des moyens mnémotechniques, bon, ok, des trucs, mais je vous garantis un enfant en difficulté scolaire, quid de l'application de ces moyens mnémotechniques, il va largement les abandonner. Alors, vous pouvez donner des moyens mnémotechniques déjà à des élèves qui sont déjà bons à la base. Ok, donc ils sont 14 ou 15 de moyenne, vous leur apprenez des moyens mnémotechniques qui seront encore peut-être un peu plus meilleurs, ça va leur faciliter la vie, mais vous ne changez absolument rien. Hein. Mais bon, les champions de la mémoire sont les champions de la mémoire, ça c'est vrai, pour eux. Mais nous, dans le collectif, on parle d'autre chose, à savoir lever, identifier et lever tous les blocages chez les élèves. Voilà. L'autre fausse idée que je vois très souvent, et qui constitue même des blocages, c'est que le cerveau apprend quand il y a du sens. Voilà. Alors, ça va à l'encontre, je sais, hein, là ça pique un peu, je sais que je vous perturbe, ça va à l'encontre de ce que vous voyez sur l'internet. Mais nombreux parlent de la mémoire, mais ne l'ont jamais pratiqué, ou ceux qui le pratiquent, comme les champions de la mémoire, sont dans une situation, dans un contexte isomorphique. Hein, d'accord. Ici, on parle d'un contexte complètement différent. Donc, si le cerveau apprend quand il y a du sens, eh bien, quand il n'y a pas de sens, le cerveau ne peut pas apprendre. Vous voyez ? Donc, il est impossible d'apprendre des mots de vocabulaire, des verbes irréguliers ou des dates d'histoire. Vous voyez, dans ces cas-là. Et j'ai vu ça, on a vu ça. On a vu des jeunes qui étaient très mauvais en français, qui étaient très mauvais en anglais, parce qu'en fait, tout simplement, les verbes irréguliers ou les règles grammaticales, par moment, il n'y a aucun sens, c'est comme ça. Il y a même des mots, des orthographes qui sont un peu bizarres, mais c'est comme ça. Tout simplement, vous voyez. Et donc aussi des dates d'histoire qui ont énormément de problèmes. Donc, en véhiculant cette croyance-là, c'est créer un danger. C'est-à-dire que vous créez même un blocage. C'est-à-dire que vous créez des élèves qui sont incapables d'apprendre, parce qu'en fait, de mémoriser des verbes irréguliers, parce que voilà, mais c'est un petit peu embêtant, vous voyez. Et ça concerne quand même pas mal de matières. Alors vous me direz, mais Jean-François, donc en fait, ça veut dire que apprendre avec du sens, le cerveau apprend quand même du sens, c'est faux. Alors, il y a une nuance, malheureusement, que je ne vois que très peu ou pas, très peu souvent ou même pas du tout. Hein. Le cerveau cherche tout seul, sans l'aide du mental. Donc le cerveau, en fait, la vraie, comment on va dire, la vraie phrase qu'il faudrait dire, c'est le cerveau cherche à mettre du sens quand c'est possible. C'est-à-dire que quand le cerveau y trouve du sens, c'est mieux. Mais quand le cerveau ne trouve pas de sens, il apprend quand même. Donc, ici, le mental n'intervient pas.
Mais si vous dites à un jeune, à des jeunes, et je vois beaucoup de gens qui se catégorisent même neuroscientifiques ou neuro je sais pas trop quoi, qui disent ah oui mais le cerveau apprend quand il y a du sens, donc donnez du sens dans ce que vous apprenez, eh bien vous atterrissez, enfin vous amenez des jeunes à des blocages d'apprentissage, parce que quand ils se retrouvent dans des situations où il n'y a pas de sens, ils bloquent complètement. Et donc, ça crée des problèmes. Ouais. Ici, c'est le cerveau cherche tout seul. Donc, il n'y a pas d'intervention du mental. Il n'y a pas de croyance établie dans la psyché pour créer un blocage. Voilà. Quand le cerveau trouve du sens, tant mieux. Quand on n'y en trouve pas, c'est pas grave. On apprend quand même. Et enfin, la dernière, je vais pas vous toutes les dire, mais c'est les trois grosses fausses idées que je vois. Mémoriser, c'est apprendre. Non, mémoriser, c'est mémoriser. Vous apprenez rien du tout. Alors évidemment, c'est une condition pour apprendre, quoique aujourd'hui, avec Internet, vous n'avez pas besoin de mémoriser quoi que ce soit. Vous pouvez apprendre des choses sans forcément mémoriser, vous voyez. Par exemple, vous pouvez mémoriser des formules mathématiques, ou des exercices. Et ici, ouais, il y a beaucoup de jeunes qui sont très forts dans le bachotage, ils apprennent par cœur, et puis lorsqu'ils doivent faire un exercice de mathématiques, bon, c'est pas appliqué. Ok, donc ils ont rien appris. Ils connaissent des formules mathématiques, mais ils savent pas les contextualiser et les appliquer dans un exercice. Donc, ils n'apprennent rien. Donc, ils vont prendre des cours de soutien scolaire pour hausser leur niveau de mathématiques et combler leurs lacunes de matière, à savoir, ok, ils connaissent les formules mathématiques, c'est déjà très bien, mais maintenant, il faut apprendre à les utiliser dans des exercices. Vous voyez, il y a une différence entre mémoriser, qui peut être un prérequis pour apprendre. Quoique aujourd'hui, c'est vrai qu'à mon époque, pendant le bac, bon, on avait, je crois qu'on avait à peine droit à une calculatrice. Vous voyez, les calculatrices scientifiques étaient strictement interdites. Bon, aujourd'hui, voilà, les calculatrices scientifiques, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont autorisées, parce qu'en fait, on cherche plus à voir votre niveau dans l'application que dans le savoir. Le savoir, c'est sur Internet, et je vous dis pas, avec le développement de l'IA aujourd'hui. Vous voyez, les temps changent. Donc c'est pour ça que mémoriser, c'est pas forcément apprendre. Et donc, se questionner sur l'exécution et sur l'application. Donc, j'en reviens à notre sujet. Je reviens sur la digression. L'objectif, évidemment, de l'accompagnement dans le collectif, c'est le changement dans la scolarité et des notes. J'ai suffisamment fait de vidéos sur le sujet. C'est uniquement ça. Voilà. Donc, l'expérience, vous avez la partie visible, mesurable à court terme, d'accord. Donc, vous comprenez bien que avoir des moyens mnémotechniques, ça n'a aucun intérêt. C'est un exercice de foire. Donc, si les coachs du collectif s'amusaient à comment utiliser les moyens mnémotechniques pour montrer devant les parents ne payent pas 1000 € pour un exercice de foire. Donc, si c'est ça, vous n'avez aucun blocage qui est levé et vous n'avez aucun résultat. Ça c'est embêtant. Parce que les parents, parce qu'encore une fois, les parents achètent un résultat. Les parents, toujours en arrière-pensée, mais qu'est-ce qui va se passer sur la scolarité de mon enfant et sur les notes, bien entendu. Donc, dans le collectif, il y a des garanties, il y a une garantie donnée aux parents, à savoir, il y a un bilan de fin d'accompagnement après l'expérience et un bilan au bout de 3 mois, et on voit les résultats, ou on voit le résultat sur le moyen et long terme. Et là, c'est le juge de paix. Et c'est justement grâce à cette garantie-là qui est donnée, par un bilan de fin d'accompagnement, un bilan au bout de 3 mois, que les parents signent beaucoup plus facilement. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme votre garagiste, vous allez faire une réparation, et le garagiste dit, écoutez, voilà, on a fait la réparation, ça fonctionne, on fait un bilan quand vous venez chercher la voiture, et au bout de 3 mois, vous venez revoir pour voir si tout fonctionne bien. C'est une garantie de qualité donnée aux parents.
Et donc, vous me direz, mais le changement visible, donc c'est-à-dire l'augmentation des notes et changement du comportement et donc de la scolarité, ça se produit à quel moment? Eh bien, dans notre pratique, toujours par rapport à l'expérience, durant l'accompagnement, c'est 60% des cas. Et après l'accompagnement, donc tout de suite après l'expérimentation, ou les 3 mois après, c'est dans 30%. Alors on me dirait, ah, mais là, il y a quand même, ça fait pas 100%. Oui, parce qu'il y a des cas, au bout de 3 mois, ça je dois être transparent avec vous, eh ben, on voit pas de changement visible. C'est-à-dire que les parents ne voient pas de changement visible. Et il y a une raison. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est que l'enfant est dans un contexte familial et un contexte de lacune au niveau des matières. Donc vous n'êtes pas là, le coaching scolaire, ce n'est pas du soutien scolaire. Vous êtes là pour identifier les blocages d'apprentissage et les lever. Donc, s'il y a des lacunes dans certaines matières, ben, elles vont demeurer. Et donc les résultats ne se font pas forcément reflètent le travail que vous avez fait, parce que justement, il y a des lacunes, d'accord? Et deux, et c'est le plus important, le contexte familial. Il y a des contextes familiaux qui sont toxiques. Alors, les parents ne le savent pas, les parents pensent bien faire, mais un contexte familial toxique, ça inhibe tout le travail qui a été fait chez l'enfant. Je prends un exemple concret on va dire de contexte toxique, contexte parental toxique, c'est l'hyperparentalité, où l'enfant est traîné d'activité à activité, il est complètement crevé, complètement fatigué, donc il y a des problèmes de temps de sommeil, de récupération, et l'enfant est simplement fatigué. Ou alors vous avez des parents qui sont hyper contrôlants, qui veulent tout contrôler. Donc ça crée un stress chez l'enfant, et aussi un certain conflit chez l'enfant. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que là aussi, on fait du coaching parental pour dire il y a certaines choses, notamment dans le bilan d'après expérience, donc tout de suite après, où le coach dit ben voilà, on a remarqué tel dysfonctionnement, ou de point de vigilance à avoir de votre comportement, vous parents, par rapport à votre enfant. Après, ces points de vigilance sont appliqués ou pas. Et il arrive que ce ne soit pas forcément toujours appliqué. Très largement, c'est appliqué, mais vous avez quand même des parents qui ne l'appliquent pas, et donc finalement, voilà, vous avez fait votre job, mais ça ne se reflète pas dans les résultats. Alors, par rapport à ce que je vous dis, je vais vous donner des exemples, 2 exemples. Alors, je vais pas vous donner, il y en a beaucoup, mais je vous donne 2 exemples assez parlants. C'est l'exemple de Jennifer, par exemple, qui a travaillé avec une jeune fille. Alors là, le tour de force, c'est que Jennifer a travaillé totalement à distance, 100% à distance. Donc, cette jeune fille qui était en collège en 5e, donc avait des problèmes de bavardage, problèmes de concentration, problèmes de mise au travail le soir. Donc, vous voyez, ça c'est des problèmes de comportement qui sont clairement identifiables. Et évidemment, les notes n'étaient pas extraordinaires. Alors, elle n'était pas dernier de la classe, mais bon, c'était à peine tout juste la moyenne, quoique. Parfois, c'était bien en dessous de la moyenne. Et donc, Jennifer a fait le bilan au bout de 3 mois, et donc, voilà, je vous le dis, donc ce soir j'ai une bonne nouvelle. Alors j'ai fait anonyme, bien entendu, donc on est allé à 15,5 de moyenne générale. Voilà le résultat. Donc elle a même mis en pièce jointe le bulletin scolaire, et évidemment, dans cet accompagnement-là, a été assez particulier. Pourquoi? Parce que Jennifer a passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps, il y a eu en moyenne, les séances durant 8-9 séances, là c'était au-delà de 10 séances. Je crois qu'on est arrivé même presque à 20, je crois. Mais c'est beaucoup. Sauf que, et c'est là que c'est important, c'est là ce que j'ai dit à Jennifer, c'est l'important, c'est pas l'exercice, on identifie et on lève les blocages d'apprentissage. Donc, le but de Jennifer et le point de concentration, c'était de lever les blocages de cette collégienne.
pas à pas, parce que les blocages n'étaient pas forcément nombreux, mais ils étaient très densifiés. Du genre, je suis nul. Mais vraiment quelque chose de très fort. La croyance était très ancrée. Et donc, ça prend un peu plus de temps. Et là aussi, ça a été, je crois, l'un des rares cas où la collégienne n'a pas fait 40 mots, mais elle n'a fait que 20. Voilà. Alors évidemment, ça peut passer pour un échec, parce que là, normalement, c'est 40 voire plus. Là, c'est que 20. Mais le but, c'est pas de faire 40 mots, de faire cet exercice. Le but, c'est de démontrer aux parents qu'il n'y a plus de blocage d'apprentissage. Et dans la situation de cet élève-là, de cette collégienne-là, eh bien, voilà, Jennifer avait fait le travail, et pour montrer aux parents, 20, c'était suffisant. Donc, parce qu'après, si vous voulez, les séances allaient s'allonger. Le but, c'est pas de faire des séances à un nombre de coaching à rallonge, d'accord. Donc, on avait dépassé les 10, on était à 15, à peu près 15-16. C'était déjà beaucoup. Donc, j'ai demandé à Jennifer, non, tu t'arrêtes là, tu as levé tous les blocages. Maintenant, bon, elle fait que 20 devant ses parents, c'est pas un problème. D'autant plus que, en plus, le contexte familial était quand même assez compliqué chez cet élève-là. Et donc, et donc le résultat, et c'est ça qui compte, le résultat, c'est le niveau scolaire. Évidemment, alors, Jennifer m'a dit, oui, bon, on en a fait que 20, mais les blocages étaient tellement forts. Eh ben oui, elle a fait un excellent travail, vu que 15,5 de moyenne, et voilà, son cerveau bug. Et ensuite, 28. Et on passe maintenant à l'exemple de Cécile, où là, c'est un collégien qui était en 4e. Voilà, il arrive à 15 de moyenne. Alors là, bon, c'était pas forcément un collégien qui était en grande difficulté, mais il y avait des problèmes là aussi toujours de comportement, de mise au travail. C'était aussi un collégien qui était soutenu à bout de bras par ses parents, par énormément de soutien scolaire, et il y avait évidemment des blocages certains. Et donc là, vous voyez la transformation qui s'est opérée, visible et mesurable. Alors vous avez bien entendu l'expérience sur la mémoire, mais qui est que la phase immergée de l'iceberg, bien entendu. Mais le fond, c'est ça, c'est le changement visible au bout de 3 mois dans la scolarité. Donc, en conclusion, vous voyez que ça démarque beaucoup de ce que vous pouvez voir sur le net ou ce que vous pouvez lire. Là aussi, je me base sur plus d'un millier de jeunes suivis, donc de parents qui ont payé 1000 €, voire plus, pour dire ce que je vous dis. Mais notez que ce qui est important, c'est d'identifier et de lever les blocages. Peu importe le type de preuve que vous donnez aux parents. Là, on donne cette preuve-là, mais vous pouvez trouver d'autres moyens pour montrer aux parents que effectivement, l'enfant n'a plus de blocage d'apprentissage, il pourra apprendre n'importe quoi. Alors faites attention, il faut que ce soit des choses visibles et mesurables. Quand vous travaillez sur la confiance en soi, quand vous dites aux parents, ah oui, mais l'enfant aura plus de confiance en lui, malheureusement, la confiance en soi ou l'estime de soi, c'est pas quelque chose de mesurable, c'est quelque chose de subjectif. Donc c'est un petit peu difficile pour le mesurer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, un like si vous avez aimé, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.